Crégocast, découverte sonore de chercheurs en gestion. Intrusion publicitaire, clic clic pan pan pan. Qui ne s'est pas trouvé face à un pop-up publicitaire qui s'allume soudainement devant son écran d'ordinateur ? Qui n'a pas été prisonnier d'une publicité impossible à retirer malgré un clic rageur, obligé de la visionner pour accéder à une vidéo tant convoitée ? Une rançon surgissante qui impose un report du désir, s'installe comme un irritant lancinant du quotidien. La publicité sur Internet fonde pourtant le business model de nombreux sites gratuits qui drainent une audience, captent de la part de cerveaux disponibles pour les marques. Les publicitaires rivalisent d'ingéniosité, créant des mots-clés de la publicité ultra ciblée en fonction de l'historique de navigation. Les consommateurs trouvent la parade, installent des adblockers ou sentent tout simplement la moutarde leur monter au nez. Un jeu du chat et de la souris entre clients et publicitaires sur Internet. Parade riposte à fleurs et mouchetés ou les nerfs à vif. Alors effraction ou séduction de l'attention ? Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laure Perrault. Laure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? En premier lieu, je suis maître de conférence, encore pour quelques mois à l'université de Paris-Est Créteil. Bientôt maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Et j'ai soutenu ma thèse dans les locaux de l'IAE de Dijon sur l'intrusion publicitaire perçue. Et l'idée originelle, c'était de se demander pourquoi les entreprises arrivaient à créer des publicités qui finalement me faisaient, moi, derrière mon écran, grogner parce que elles arrivaient de manière relativement violente, je trouvais. En tout cas, très... peut-être pas violente, mais en tout cas de manière qui générait chez moi beaucoup de surprises et beaucoup de grognements. On disait, encore une pub, nah. Voilà. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre ça au départ. Donc une motivation tout à fait personnelle, tout à fait individuelle, qui est devenue un beau travail de recherche derrière. Est-ce que tu veux nous parler des publicités, à quoi ils ressemblaient finalement, les publicités en ligne à l'époque, et peut-être nous préciser d'ailleurs à quel moment tu as commencé à travailler là-dessus ? Alors, je me suis posé la question très tôt et la thèse n'a été soutenue qu'en 2013, fin 2013. Donc à l'époque, les publicités, on est sur du web 2.0 tout juste naissant. Et les publicités sont des bannières, en grande majorité, mais on développe aussi des formats qui sont beaucoup plus perturbants, innovants, puisqu'on cherche à maximiser la visibilité. Donc pour que la publicité soit vue, on va bien sûr faire des pop-up, mais aussi des pop-under, des interstitiels. L'interstitiel, c'est le format de publicité qui va s'afficher, par exemple, entre le moment où on demande un billet de train sur le site à l'époque de la SNCF et le moment où la SNCF nous donne son résultat. On avait Allociné qui faisait ça aussi beaucoup. Et puis, on a toute une série de formats de publicité qui sont encore plus vicieux, si j'ose dire, puisque eux vont bien sûr s'afficher par-dessus le contenu de la page, mais vont aussi potentiellement se déplacer. Donc, il faudra courir après avec la souris pour le fermer quand le mécanisme de fermeture existe, puisqu'à l'époque, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et on n'en voit pas l'utilité, puisque si on ferme la publicité, on ne voit plus la publicité. Et alors, quels sont les principaux résultats que tu as mis en exergue dans ta recherche doctorale ? Alors, à l'époque, j'ai travaillé d'abord sur le format de publicité lui-même, c'est-à-dire la façon dont la publicité s'affiche. Et là, on a mis en évidence 3 caractéristiques qui potentiellement vont générer plus d'intrusion que d'autres. C'est le niveau d'affichage de la publicité. Est-ce que la publicité s'affiche par-dessus la page de contenu que l'on recherche ? Est-ce que cette publicité s'affiche à l'intérieur, donc comme une bannière classique ou un pavé tout à fait ordinaire, ou est-ce que la publicité s'affiche en dessous de cette page consultée, et auquel cas on ne se rend compte de son affichage qu'à la fermeture de la page Internet qu'on était en train de consulter. Donc ça, c'est la première caractéristique qui potentiellement peut entraîner de l'intrusion. La deuxième caractéristique, c'est son caractère justement mouvant, enfin son déplacement. Donc si c'est un pavé ou une bannière qui reste en place et qui ne bouge pas, ça se passe relativement bien. En revanche, si c'est un format qui se déplace sur la page, là on aura tendance à apercevoir plus d'intrusion. Et puis la troisième caractéristique, c'est la simultanéité d'affichage. C'est-à-dire que si l'annonce s'affiche en même temps que le contenu, ça se passe relativement bien.
En revanche, si l'annonce s'affiche avant le contenu ou après le contenu recherché, ce décalage peut entraîner une perception d'intrusion plus forte. Ça, c'était donc mes premiers résultats, identifier des caractéristiques qui permettaient d'identifier les formats de publicité les plus intrusifs. Et la deuxième série de résultats était liée à l'intrusion et à ses effets, notamment ses effets contre-productifs, puisqu'on se rend compte dans ce travail doctoral que l'intrusion publicitaire va influencer négativement les attitudes, donc le jugement que se font les gens envers l'annonce, envers l'annonceur, donc la marque qui veut promouvoir son produit, mais aussi envers le site internet et envers même le format de la publicité. Et puis sur la résistance. Justement, lors des discussions pour préparer cette émission, tu nous avais parlé de la résistance et tu nous avais dit combien ces petits moments d'intrusion publicitaire perçus pour les consommateurs pouvaient avoir des répercussions et entraîner parfois des comportements de résistance hors justement de la sphère publicitaire. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, l'intrusion, je pense que vous l'aviez compris, mais c'est un tout petit moment très, très épisodique, très très court dans le temps, où on se dit « Ah, on a une coupure de pub », que ce soit à la télévision ou lors d'une consultation sur Internet. Et à force que cette petite perception négative soit ressentie encore et encore et encore, ça va conduire à des sentiments plus durables, à des jugements plus durables et potentiellement à des comportements de résistance anti-pub. Et dans les entretiens qu'on avait menés, on a vu des gens qui allaient faire des sittings contre les distributions de prospectus dans les boîtes aux lettres, par exemple, qui installaient, alors à l'époque c'était plus compliqué qu'aujourd'hui encore, mais des logiciels anti-pub pour limiter les affichages, d'autres qui refusaient de consulter certains sites internet parce qu'il y avait trop de publicité, de la même façon que d'autres refusaient d'écouter telle ou telle station de radio ou de regarder TF1 ou M6 parce que les publicités étaient trop importantes. Et on a vu, oui, de l'activisme en fait se développer à partir de sentiments qui finalement n'est pas grand-chose dans une journée. Tu as parlé d'entretien. Comment tu as collecté les données? Comment tu as interrogé et qui d'ailleurs tu as interrogé? Uniquement des individus, des consommateurs? Alors d'abord, je suis allée interroger des professionnels de la publicité. Dans un premier temps, c'était eux mon point de départ puisque c'était eux les premiers à utiliser le terme d'intrusion publicitaire. Donc je suis allée voir ce que ça revêtait en fait comme réalité pour eux sur le terrain. Donc j'ai interrogé des régies publicitaires, j'ai interrogé des annonceurs et puis j'ai interrogé des agences de pub. Donc là, j'ai fait 9 entretiens, 3 pour chacune de ces 3 catégories. On a pu essayer de définir un petit peu ce que c'était. Et ils avaient une vision extrêmement objective de l'intrusion publicitaire. Et c'est ce qui m'a aidé à déterminer, en confirmant ensuite avec les entretiens auprès des consommateurs. Mais c'est avec eux, au départ, que j'ai commencé à identifier des caractéristiques dans les modalités d'affichage de la publicité qui potentiellement pourraient être un peu agaçantes. Ça, c'était le premier travail qualitatif. Le deuxième travail qualitatif était auprès des consommateurs, que j'ai recruté un peu comme on peut, avec essentiellement du bouche à oreille, essentiellement du culot aussi, puisque je me souviens un jour, place de la Liberté, je buvais mon café, j'entends la table d'à côté qui discute de la publicité qui les embête. Allons-y gaiement, sautons sur l'occasion. Voilà, j'avais gagné 2 entretiens, j'étais ravie. Et puis, je suis aussi allée voir des associations qui étaient anti-publicité. À l'époque, c'était pas tout à fait les casseurs de pub, mais c'était les prémices des casseurs de pub. Et puis une association aussi, dont je tairai le nom puisque l'entretien n'a pas été retenu, mais des gens qui faisaient attention et portaient une attention particulière, en tout cas, aux incivilités qui pouvaient être causées de manière générale dans les lieux publics. Et une branche de cette association considérait que la publicité pouvait être considérée comme une incivilité, en tout cas une nuisance. Tu as parlé des pop-up, de l'interstitiel, de tout un tas de dispositifs d'intrusion publicitaire. Quand on observe aujourd'hui notamment les influenceurs, les pratiques des influenceurs, on remarque aussi qu'il y a des publicités qui sont déguisées, qui sont maquillées avec justement une présentation de nombreux produits. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne peut pas parler d'adaptation des publicitaires au phénomène justement d'intrusion et aux incivilités dont tu parlais ? Alors en France, on est très attaché à distinguer le contenu
d'une émission ou d'un site ou peu importe, et la publicité. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, aux États-Unis, où c'est un joyeux mélange, où on peut avoir de la publicité au milieu d'une émission de télé-shopping, ça ne choque personne. Nous, on fait la distinction, c'est-à-dire légiférer. Cette distinction, elle disparaît complètement dans le cas des youtubeurs, effectivement, des influenceurs. Est-ce que ça crée de l'intrusion ? Je ne l'ai pas testé, mais je suppose que c'est très lié à l'honnêteté et à la crédibilité de la personne qui le fait. C'est-à-dire que faire de la publicité, donner des avis sur un produit sans dire qu'on a été rémunéré ou on a reçu une contribution en échange, je pense que c'est mal perçu si les auditeurs de cet influenceur-là s'en rendent compte. Je voudrais revenir sur le phénomène d'interstitiel dont tu parlais, ces publicités qui s'insèrent dans nos recherches sur SNCF Connect ou sur Allociné quand on cherche à obtenir des places de cinéma ou des horaires de séance. À la limite, lorsqu'on est soumis à ces publicités-là, on les supporte parce qu'on imagine que le système informatique est en train de tourner, de chercher finalement pour nous. Mais on observe aujourd'hui, quand on regarde notamment par exemple sur YouTube, quand on regarde des programmes, des séries, des émissions, eh bien on a ces publicités qui s'insèrent également au début du programme, mais là qui nous sont davantage imposées puisque finalement on n'a pas lancé de requête et on est obligé, on est soumis à ces publicités. Est-ce que finalement ces phénomènes de publicité contrainte ou forcée ne renouvellent pas le sentiment d'irritation, voire de colère que tu as pu étudier dans tes recherches ? Alors on est obligé dans la mesure où on refuse de payer l'abonnement à YouTube. Et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire où est la limite entre ce que je suis capable de supporter et ce que je vais obtenir en contrepartie. À partir de ce moment-là, si je refuse catégoriquement de payer, eh bien je suis obligée d'accepter la publicité. Donc je vais continuer de ronchonner, c'est sûr, c'est quasiment certain, mais l'effet cumulatif sera peut-être plus long ou inexistant. En revanche, qu'est-ce qui se passe si je paye et qu'en plus j'ai de la publicité ? Ou que se passe-t-il si je subis de la publicité, mais que derrière le contenu n'est pas à la hauteur ? Et là, il y a encore des voies de recherche à explorer. D'ailleurs, on observe aujourd'hui de nouvelles offres sur des plateformes de streaming dont je ne tairai pas le nom, Netflix par exemple, de nouvelles offres qui mêlent de la publicité et des programmes classiques. Alors ces offres font écho à ce que tu dis, non ? Tout à fait. Ça, c'est l'une des recherches récentes qu'on est en train de mener. L'idée, c'est de se poser la question de cette contrepartie et de ce qu'on est capable d'accepter en échange de quoi. Donc là, dans le cas de Netflix, on a un abonnement qui est moins cher que l'abonnement ordinaire, mais avec des publicités. Alors, ils ont revu récemment le prix de l'abonnement, ils ont revu aussi le temps de publicité et le temps entre chaque coupure pub, ce qui fait qu'on a une économie un peu plus importante et puis un petit peu moins de publicité au total sur une heure. On a essentiellement, dans l'étude que l'on a menée jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à la valeur de l'offre, c'est-à-dire à la valeur que le consommateur donnait à son abonnement Netflix et à l'intrusion et ses conséquences. Comment est-ce que les deux s'articulent ? Et très clairement, on s'est rendu compte que la valeur de l'offre, donc finalement en quelque sorte la qualité de l'abonnement, en tout cas ce que apporte l'abonnement à l'individu, peut être un instrument pour moduler, modérer essentiellement cette intrusion publicitaire. Donc dans la valeur de l'offre, on a étudié 3 dimensions, la valeur sociale, la valeur fonctionnelle et la valeur émotionnelle. La valeur sociale, c'est l'idée selon laquelle avoir son abonnement Netflix et l'utiliser permet d'alimenter les conversations à la machine à café typiquement. Et cette valeur sociale, comme la valeur fonctionnelle, elle c'est plutôt très orientée sur le prix, hein. Donc là on est sur un prix réduit en échange de publicité. Ces 2 valeurs, fonctionnelle et sociale, viennent diminuer l'intrusion publicitaire perçue. Donc là, c'est très important puisque quelque part, ça voudrait dire que plus on apporte de la valeur à notre consommateur, à notre client, plus on pourrait potentiellement avoir une marge de manœuvre raisonnable en termes de publicité. En revanche, la valeur émotionnelle, donc le côté affectif de l'offre,
elle, aurait plutôt une influence positive sur l'intrusion publicitaire. Alors, on explique ça par l'idée que l'intrusion publicitaire perçue, c'est en fait un sentiment, une perception, par définition, que l'on va ressentir lorsque l'une des membranes que Didier Anzieux appelle la membrane d'excitation va être déchirée. Concrètement, Didier Anzieux, dans sa théorie sur le moi-peau, nous explique que le psychique est formé, par analogie avec le corps humain, comme l'épiderme, comme la peau, donc un ensemble de membranes qui a des fonctions de protection, mais aussi des fonctions de stimulation du psychique. Et l'une de ces membranes est bien la membrane d'excitation. Ce qui est important dans cette membrane, c'est pas l'origine de l'excitation, donc que ce soit extérieur, un événement dans l'environnement, ou intérieur, un affect, mais bien l'intensité de cet événement qui va venir heurter cette membrane. Et lorsque cet événement est suffisamment fort, suffisamment violent pour déchirer la membrane d'excitation, alors il y a intrusion perçue. On suppose que dès lors que l'on regarde par exemple une série que l'on affectionne particulièrement ou une série qui entraîne chez nous ou un film qui entraîne chez nous des affects relativement forts, on suppose que cette surface d'excitation est déjà sous tension. Et la rupture de la membrane pourrait se faire dès lors que l'on perçoit la publicité, puisque c'est l'excitation supplémentaire, en fait, la goutte d'eau qui viendrait non pas faire déborder le vase, mais déchirer la surface d'excitation. C'est le premier gros résultat sur lequel on a travaillé. Et le second, c'est que cette intrusion, dans ce cas particulier de l'abonnement avec publicité Netflix, cette intrusion publicitaire perçue va avoir une incidence, bien sûr, sur les effets de la publicité qui a été visionnée pendant le programme, mais aussi sur la satisfaction à l'égard de l'abonnement lui-même. Et donc, plus on va percevoir d'intrusion publicitaire perçue, moins on sera satisfait de l'offre, alors même qu'on avait accepté la publicité au préalable. Cette théorie du moi-peau appliquée à la publicité, c'est fascinant. Alors, ça voudrait dire, par exemple, que si je regarde une série Netflix et que ma membrane est sous tension, donc je suis captivé, eh bien, j'ai d'autant plus de chances de rejeter la publicité qui va m'être soumise. C'est bien ça ? Oui, potentiellement, c'est ça, oui. C'est ça. Et quel que soit l'affect d'origine, qu'il soit positif ou négatif, que l'on soit triste ou joyeux, finalement, c'est pas la valence du sentiment qui va jouer, mais bien l'intensité du sentiment. Alors finalement, ce que tu nous dis, c'est que l'intrusion est plus ou moins acceptable, ou en tout cas peut avoir des effets plus ou moins positifs ou négatifs pour celui qui veut faire passer son message, ou pour la plateforme qui commercialise cette publicité. Du coup, tes travaux, à quoi ils servent ? Est-ce qu'ils servent justement à aiguiller, à éclairer les plateformes, les marques, pour qu'elles puissent produire des messages qui soient pas trop intrusifs, ou bien est-ce que c'est autre chose ? Non, l'idée, c'est d'abord d'identifier ce que les marques peuvent faire en restant sur un terrain acceptable pour tout le monde et qui reste rentable pour elles. Ça, c'est l'objectif de base. C'était comment est-ce que l'on peut continuer à générer des revenus, puisque les revenus de la publicité sont quand même très importants et font vivre énormément de monde, en particulier sur Internet. Pas que, mais en particulier sur Internet. On a des business models qui fonctionnent très très bien là-dessus. En tout cas, l'objectif de nos recherches n'a jamais été de trouver l'interstice où on pourrait aller encore plus embêter le consommateur, mais bien de comprendre où est la limite pour mieux respecter cette limite-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé sur l'intrusion et les conséquences en termes de résistance du consommateur. Et du coup, est-ce que tes travaux interpellent finalement des entreprises, des annonceurs, des plateformes ? Au moins deux. Quelques mois après ma soutenance de thèse, j'ai été contactée par une régie publicitaire dont j'avais pas bien compris qui c'était exactement. Et on me propose de venir faire une présentation au Danemark. Donc je vais faire ma présentation devant l'équipe européenne au Danemark. J'étais un peu impressionnée. Et en fait, je me rends compte que je rentre chez Google. Je me dis, bon, ok,
ça a l'air sympa ce qu'ils me proposent. Je leur explique mes travaux et à la fin de ma présentation, on me dit très bien, nous on a un projet de recherche à vous proposer. Est-ce que vous nous suivez ? A priori oui. Mais concrètement, sur quoi est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble ? Et l'idée c'est d'identifier tous les interstices où on pourrait mettre de la publicité en plus et on pourrait encore plus augmenter les revenus de la publicité pour encore plus mettre le consommateur sous pression. Ah non, j'ai dû rater un truc dans la présentation parce que c'était pas l'objectif. Elle me dit oui, mais vous savez, c'est quand même un beau contrat de recherche qu'on vous propose. Oui, certes, Google, c'est une belle enseigne, mais c'est un budget 150 000 €, mademoiselle. Ah oui, mais non. Vous n'allez pas dans le sens dans lequel je cherche à travailler. Je suis désolée. Merci, au revoir. J'ai repris l'avion dans l'autre sens. J'étais contente. Donc c'est pas le contrat de Google, malgré tous ses avantages, n'allait pas dans ton sens. Non, puisque l'objectif c'était bien sûr pour eux d'augmenter encore. En fait, c'était les prémices de Google Ads. Et l'idée c'était d'augmenter encore la pression publicitaire sur le moteur de recherche. Voilà. Donc non, c'est pas le but. J'aurais une dernière question. Tu as beaucoup utilisé les termes d'intrusion, de pression. On a l'impression que c'est un bras de fer entre les annonceurs et puis les consommateurs qui essaient finalement de se détourner des publicités. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses autrement ? On sait qu'il y a de nombreuses personnes qui apprécient la publicité, qui apprécient sa créativité. Est-ce que finalement, sur Internet, on ne pourrait pas trouver une convergence entre ses clients et les annonceurs ? Si, tout à fait. C'est pas moi qui ai mené ces travaux-là, mais on a réussi à montrer que l'intrusion publicitaire perçue est modérée par la créativité de l'annonce, par exemple. Si c'est quelque chose de beau, d'original, de distrayant. Et puis, on a des individus qui aiment la publicité pour sa valeur informative, divertissante. Et là, c'est nos futurs travaux. Comment s'organise la valeur que l'on met derrière la publicité et l'intrusion publicitaire perçue. Et l'idée, c'est d'identifier chez des gens qui, à l'inverse des résistants, aiment la publicité pour tout ce qu'elle peut leur apporter en termes d'esthétique, de divertissement, d'information et autres. Et comment est-ce que ces gens-là perçoivent de l'intrusion et quels sont les éléments qui va générer le plus d'intrusion chez eux ou pas. Et de voir si les conséquences sont les mêmes chez ces personnes-là, à l'opposé de nos résistants, de nos anti-pubs. De beaux projets en perspective. Exactement. Merci et bonne continuation pour ces projets. Merci beaucoup Laure, et à bientôt pour un nouvel épisode des Créocast.